Alors, on vient de faire un tour rapide pour voir un peu justement quelles interviews nous allons avoir et puis surtout qu'est-ce que nous allons vous montrer. Et figurez-vous qu'on est assez satisfait de cette première convention Geekopolis avec une organisation, un staff vraiment acceptable. Donc on va vous faire découvrir tout ceci en commençant par la première étape, Tech Lab. Salut Teddy, moi je m'appelle Stéphane. Je suis membre de l'association Caliban. Nous sommes spécialisés dans le développement de robots humanoïdes. Votre association concerne simplement le développement des robots qu'on voit derrière? Non, en fait, à travers ma société qui s'appelle Koshibot, je suis membre intervenant de Caliban. Et effectivement, après, je mets à disposition des chercheurs des outils qui peuvent passer des plateformes qu'on a ici, comme le Robot Builder 5720 ou le RQ Uno, ou simplement les servomoteurs, ce dont ils ont besoin pour construire des robots. D'accord. Voilà. Une petite démo? Une petite démo avec plaisir. On va commencer par une petite danse. Oh oui, tiens, on aime ça la danse. Allez, c'est parti. En fait, sur le principe, c'est juste j'envoie un signal Bluetooth coordonné pour synchroniser les robots. D'accord. Voilà. Okay. Après, effectivement, nous avons nos propres manettes développées par nous, par nos soins, qui sont des plateformes perforées, enfin, des plaques perforées avec des rivets assemblés par Robot Builder, et qui permet ensuite de balancer toujours le même signal, mais aussi de piloter les robots, parce que le but il est de les faire jouer au football. Là, les lanceurs, c'est bien. Voilà, c'est une attraction. Ça. Mais notre activité principale dans l'entertainment, on va dire, c'est de les faire jouer au football. Donc il y a un sport, compétition, etc. avec les robots? Pour l'instant, on est en élaboration d'un championnat mondial pour l'année prochaine avec nos confrères de Robot Builder coréens qui sont très amenés à développer cette activité sur l'Europe. Les Allemands sont d'accord, les Français nous sommes d'accord, les Espagnols aussi. Les Anglais également, faut-il qu'on arrive à se réunir tous ensemble à une bonne date pour pouvoir organiser cette manifestation. Et est-ce que la France aura ses chances? Elle aura toujours sa chance parce qu'il faut savoir que les Français sont les meilleurs programmeurs du monde. L'intelligence artificielle en France est développée par de jeunes talentueux, de jeunes ingénieurs talentueux, donc oui, j'ai pas d'inquiétude sur le devenir de l'intelligence de la robotique en France. D'accord. Alors par la danse, vous avez d'autres robots à nous montrer? On va montrer RQ qui fait normalement, si tout va bien, qui va jouer au foot. On va aller sur le terrain de foot. Oui. Alors RQ Uno est un coureur. D'accord. Là je le pilote avec une simple petite télécommande. Une simple télécommande infrarouge. Mais en même temps c'est vachement facile. Comme ça on n'est pas embêté. L'autre principe aussi, c'est qu'on peut le piloter avec un smartphone. Je peux aussi le piloter avec mon smartphone. Bon, la démonstration, ça sera un petit peu long à mettre en place, donc on va rester comme ça. Attention, il y a un but. Oh oui, magnifique. Là, je crois que Ronaldinho, etc. peuvent se coucher. C'est ça. Ah pardon, je ne touche pas à mon robot. Parce que mon robot il se relève. Normalement. Il faut l'aider un petit peu, il est fatigué. Là, il a pris quelques coups, effectivement. J'étais en train de le réparer pendant que... il a tourné pendant 4 heures, là, déjà. Les servomoteurs, ce sont des petits servomoteurs de 3 kg au centimètre. Les engrenages sont en plastique. Mais c'est un produit à 399 € qu'on peut trouver dans le commerce. D'accord. Donc, c'est quand même hyper accessible aujourd'hui pour le grand public. C'était le but de Koshibot, c'était d'amener à un maximum de gens la possibilité d'acheter un robot. Il y a un site internet ou justement Mecadroid.com. Voici la carte. Là, vous allez retrouver RQ Uno, vous allez retrouver la série 57 qui vous permettent de commencer la robotique avec des robots humanoïdes de grande qualité. Le peu de problèmes qu'on peut rencontrer, effectivement, c'est l'usure de servomoteurs, mais tous les servomoteurs sont démontables. Et ça nous permet de changer les engrenages. Concernant Caliban, Caliban fabrique le développement d'organes. Donc là, on se retrouve avec une tête. En fait, le développement de chaque robot humanoïde depuis 5 ans ont amené aujourd'hui au développement de Sidroid et de Aria.
D'accord, bah on va ira aller voir ça tout à l'heure Aria et je justement. vous présenterai le responsable d'Aria. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'aboutissement de l'association Caliban. C'est le développement et l'arrivée de Aria sur les startups françaises D'accord. vouées au développement de robots humanoïdes de grande taille. Alors maintenant on va parler un peu de la convention. Est-ce que c'est la première que vous faites au niveau d'une convention de ce genre? Non, Non, on c'est... fait Japan Expo très régulièrement. D'accord. Et Geekopolis, c'était dans les logiques des choses Oui. qu'on soit présent. On a été invité dans le Tech Lab, on est très fiers d'être présent dans le Tech Lab. On trouve ça très bien d'avoir tous les intervenants directs du monde Oui. du geek, parce que c'est une génération qui sera amenée à utiliser les robots. Je pense qu'on est tous conscients que ce ne sont pas nos ennemis, bien au contraire, ce seront nos amis. D'accord. À terme, ils vont nous soulager d'un certain nombre de mots, ce qui est déjà le cas dans l'industrie. Dans l'industrie, d'accord. Ce qu'on sait déjà. Mais bon. Après, si on peut en avoir des copains pour le loisir, Oui, c'est ce que voilà, c'est quand même. ça serait le c'est summum. intéressant. C'est plus Voilà. intéressant. Et bah merci en tout cas. Bah, merci à vous, bonne continuation Bon courage. et bravo. Et voilà l'heure du repas. Une mission très importante quand on a un bento, c'est cette fameuse limo, la limo Ramonet, qui a un système d'ouverture assez compliqué. On va vous montrer ça en image. Alors comment on nous voit? Alors déjà enlever le plastique, ça c'est la partie la plus simple, simple. quand il se casse pas bien sûr. Après, une fois qu'on a enlevé le plastique, en fait c'est en deux systèmes, en deux parties. Il y a une petite bille. Une petite bille, et après il y a ce petit capuchon au-dessus. Il faut séparer en deux parties. Donc ça on en a besoin. On met le petit capuchon au-dessus. Et on appuie d'un coup sec. Il faut tenir par contre. Parce que comme vous voyez, ça déborde. Sachant que la première fois, tout le monde s'en met partout. Et bah justement ça va être ma première. Et justement je vais vous montrer devant vous ce que ça va donner. Donc je pose tout parce que je sens que je vais faire une Là, catastrophe. tu vas en mettre de partout. Ah bah voilà. Alors juste pour vous dire qu'il y a les petites explications hein, quand même. Hein, ils nous laissent pas dans la panade. Alors hop c'est parti. Ah ah ah, est-ce que je vais y arriver? Je pense pas, mais bon, on verra bien. Donc alors on retire ce petit capuchon. C'est ça hein? Ouais, c'est vrai. J'appuie d'un coup sec. T'appuies d'un coup sec et tu tiens bien. Et je tiens bien. Sinon, Ok. tu vas en mettre de partout. C'est bon. Oh, je suis un professionnel de la Et limo. voilà. Et là, après, comme vous pouvez voir, dedans, il y a une petite bille. La petite bille. Il y a une petite bille. Et en fait, il y a La une petite petite bille. partie à tenir sur le côté, si on voit la caméra, à gauche Voilà. de la caméra. En fait, il faut bloquer la petite bille dedans pour pouvoir boire. Sinon, la bille remonte jusqu'au boulot et on ne peut pas boire. Et donc du coup il faut la bloquer comment? Il faut la boire comme ça, tu vois. Il y a de petites parties là. Ah d'accord, Il y a donc vous deux- voyez là les petits trucs et il faut la bloquer. D'accord, et ben Alors, c'est comme parti. ça, sinon, ça sera bloqué. Et en plus c'est super bon. Et ben voilà, j'espère au moins vous avoir appris une chose. Voilà. Geekopolis, la convention dont vous êtes le héros. Ben ça c'est fait. On va passer chez Cyberoid si vous voulez. Tout de suite si vous voulez bien. J'ai pas le temps de rigoler moi. Greg, Teddy, Greg. Enchanté. Bonjour. Teddy. Bonjour. Alors vous pouvez nous présenter un petit peu le projet qui est derrière vous? Bien sûr. Je fais partie de l'entreprise Cyberoid. On conçoit donc un robot humanoïde grandeur nature Oui. qu'on a appelé Aria. C'est un robot qui fait 1m55. C'est un robot qui est modulaire en fait, c'est-à-dire qu'il est composé de différents modules, la tête étant un module, le buste aussi, etc. etc. D'accord. Et chaque module est indépendant, est un robot autonome, qui se clipse les uns avec les autres. Ce robot modulaire nous permet d'avoir une première activité qui est la vente de ces modules pour les écoles, les universités, les laboratoires de recherche. C'est aussi un robot qui a un squelette autonome qui nous permet aussi de faire de l'événementiel, parce que c'est un robot qu'on peut carrosser sur mesure
pour un événement, pour une entreprise, pour un salon professionnel ou une soirée événementielle, pour faire l'accueil sur une soirée, pour animer un espace comme ça sur un salon, pour créer du trafic, associer une marque à une image technologique. Saldroid a été créé il y a 1 an et demi sur Limoges. C'est un robot qu'on continue de développer. Aujourd'hui, il est mécanisé que du haut du corps et on est en train de développer les jambes pour travailler sur la marche. En parallèle, on est aussi en train de préparer, de développer une intelligence artificielle, une IA forte, dans l'optique d'ici 3-4 ans d'avoir un robot autonome dans un milieu familial au niveau de ses déplacements et de son interaction avec son entourage. Est-ce qu'un jour on aura le droit à un aérobot? La rébellion? Non, c'est une question qui est complexe, c'est pas forcément facile d'y répondre là tout de suite. Les robots, c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont peur, sûrement avec la science-fiction et ce qu'on peut en voir. Il faut savoir quand même qu'on a une culture effectivement qui appréhende ces nouvelles technologies-là, alors que la culture japonaise, vu qu'on est Ecopolis, on peut en parler, a un rapport beaucoup plus amical avec la science-fiction et la robotique. Il faut savoir qu'un robot qui a une intelligence artificielle forte n'a aucune raison d'être maléfique ou de se retourner contre l'humain. Bon, après, on verra, on a encore le temps d'y réfléchir, mais la robotique va soulever des problématiques éthiques et philosophiques, c'est évident. D'accord. Eh ben merci en tout cas. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que Strike Suite Zero? Alors Strike Suite Zero, c'est un shooter spatial, c'est un jeu de dogfight dans l'espace qui a été développé par un studio anglais qui s'appelle Born Ready Games et qui est sorti en janvier cette année. Cette semaine, on a sorti du nouveau contenu, des nouvelles missions pour le jeu. Et on est présent à Geekopolis pour continuer à parler du jeu, présenter le jeu et faire une démonstration de l'intégration qui est actuellement en cours avec une technologie qui s'appelle Oculus Rift, qui est une technologie de réalité virtuelle. Alors la réalité virtuelle, ça existe depuis des années et des années. L'armée américaine s'en sert pour entraîner ses pilotes, etc. Mais il se trouve que la technologie des casques, qui permettent donc de voir en réalité virtuelle, coûte très cher. Un casque de l'armée américaine, ça coûte à peu près 15 000 $. Donc c'est pas très accessible. Ce que fait Oculus, c'est qu'ils prennent ces technologies, ils ont trouvé des solutions software, ils ont trouvé des hardware qui coûtent de moins en moins cher et des composants qui permettent de faire un casque qui lui coûte beaucoup moins cher et qui peut devenir un peu le premier casque de réalité virtuelle grand public. Ils sont actuellement en phase de prototypage, donc n'importe qui peut commander un casque, mais ça prend un peu de temps pour arriver, ça prend plusieurs mois. Et nous, en tant que studio, le studio a développé, a récupéré des casques et a développé un mode compatible avec la réalité virtuelle. Et on a au lieu de combattre dans l'espace face à un écran, on combat dans l'espace à l'intérieur du cockpit, avec quand on va dans une direction, on voit un truc qui bouge sur la gauche, on tourne la tête à gauche, on voit ce qui se passe et on peut y réagir. Donc vraiment une immersion très, très importante. Là on a plutôt une bonne réception, les gens sont tous immergés. Et il faut quand même savoir que c'est un prototype, donc il y a des problèmes, et notamment la résolution est encore assez basse. Et malgré le fait que ça soit une basse résolution, le cerveau est complètement bluffé par cette espèce d'immersion totale, le fait que le champ de vision soit complètement absorbé. La magie fonctionne un petit peu. Alors, on se rend compte que c'est un jeu, mais il y a un premier signe, un premier pas dans cette direction, dans cette technologie qui est extrêmement prometteur et qui, pour nous, pour notre jeu, est intéressant, mais en plus pour nous, par rapport à cet événement-là, on trouve que c'est intéressant de présenter une technologie un peu pas commune encore, avant que ça se répande partout. On pourra dire, voilà, on a initié plein de gens à la réalité virtuelle, on trouve ça plutôt intéressant. Alors le jeu, lui, il a tout un ADN. Le studio voulait faire un univers qui Occident rencontre Orient, donc eux-mêmes sont anglais, donc ils n'avaient pas de problème avec l'Occident. On aime bien les robots, se transformer en robot pour détruire des trucs à l'écran, c'était plutôt cool. Ça résout aussi des problèmes de jouabilité, à savoir que les jeux de dogfight dans l'espace, on n'arrête pas de courir après quelqu'un ou de se faire courir après.
en rentrant en mode robot, on peut s'arrêter, se tourner sur soi-même, détruire des choses. Ça donnait un peu un mode super, donc ça règle un problème de jeu, mais en même temps ça a été visuellement sympathique. Et donc du coup, pour le jeu en lui-même, on avait des contacts à travers les gens avec qui on travaille auprès d'un designer en particulier qui s'appelle Junji Okobo, Voilà. qui design des mechas au Japon, qui est extrêmement talentueux, qui en plus a une vision très industrielle du mecha qui allait très bien avec les visions du jeu. Donc quand tu nous design des mechas, c'est pas Transformers, quoi. C'est magique et ça se transforme. Il a pensé aux articulations, il a positionné les différents composants pour que la transformation ait lieu et de manière physiquement possible, entre guillemets, hein, physiquement possible. Et donc du coup ça se mariait très bien avec le style qu'on voulait et l'intention qu'il y avait là. C'est une intention qu'on retrouve aussi par exemple dans la musique. Donc la musique a été composée par Paul Rusquet qui a fait la musique de Homeworld, qui est une musique dans le jeu vidéo qui est très connue, qui a une très bonne résonance auprès des fans. Mais on l'a aussi, du coup nous on a présenté Kokia, qui est donc une chanteuse japonaise, à Paul, en lui disant on pense qu'elle serait très bien pour faire quelques thèmes dans le jeu. Il a adoré bosser avec elle, et donc du coup elle a fait quelques enregistrements de voix, qu'il a remixé, qu'il a intégré dans le jeu. Et ça allait dans cette direction Occident-Orient pour l'univers qu'on voulait créer. Et moi, la musique, c'est un des éléments qui m'excite le plus dans le jeu parce qu'on a vraiment un truc qui est. Quand en plus on est complètement immersé avec le casque aux oreilles, avec tout ton visuel, la musique qui commence, avec les voix et tout, on a vraiment un jeu qui a une belle intention et qui délivre sur l'intention, on espère. Donc, voilà. Alors, un univers riche, un casting assez performant, ça a un coût, donc à votre avis, le jeu plus Oculus, ça coûte combien à peu près? Alors je ne peux pas dire combien il coûte parce que c'est pas, j'ai pas la liberté de dire. D'accord. Ça coûte 2 ans de développement, donc c'est 1 an de plus que ce qu'on avait prévu, donc ça a coûté 2 fois plus cher que ce qu'on avait prévu. Au final, le casting, les gens avec qui on a travaillé, Junji, Kokia, Paul Rusquet, ils ne coûtent pas forcément très cher parce que c'est des gens qu'on voulait avoir dès le début, donc on a très bien pensé la façon dont on allait bosser avec eux. Et au contraire, quand on est un studio indépendant, parfois bosser avec des gens comme ça, c'est plus facile. C'est-à-dire que plutôt que d'embaucher quelqu'un en interne qui est à moitié moins doué mais qui va bosser toute l'année sur le projet, on pouvait bosser 1 semaine avec eux, ils coûtaient beaucoup plus cher à la semaine, mais sur le plan par rapport à un salaire d'un concept artiste, c'était beaucoup plus efficace. Donc pour un studio indépendant, au final, en termes de retour sur investissement, c'était des très très bons investisseurs. Maintenant, quand on est studio indépendant, on a aussi des ressources qui sont limitées et on est allé sur Kickstarter pour financer une partie du jeu. On a levé 173 000 $. Ça, je l'ai vu, oui. Pour financer la fin du jeu. On avait des financements qui étaient ce qu'on avait. On a pris 1 an de retard. Donc 1 an de retard, ça a un coût. Pour pouvoir finir le jeu avec une bonne qualité, on est allé voir les fans. On avait déjà communiqué sur le jeu. Les fans ont réagi plutôt positivement. Et ça a sauvé et le jeu et la société, donc on est plutôt très contents. Oui. Et voilà quoi, donc c'était une belle histoire. Le jeu indépendant, c'est pas forcément facile, hein. L'univers du jeu vidéo est assez agressif, il change tout le temps, il faut toujours s'adapter. Donc avoir la capacité effectivement de faire un jeu qu'on aime, qu'on pense plutôt bon, de bonne qualité en termes effectivement des gens avec qui on a travaillé, en termes de vision, et arriver à y survivre, oui, c'est une belle performance. Donc on est content et on espère pouvoir continuer à faire des jeux à l'avenir de ce type-là. Donc on est sur la bonne voie à ce niveau-là. Et pour finir, alors, où se le procurer ce jeu et la technologie? Alors, pour se procurer le jeu, c'est assez facile, c'est sur Steam. Voilà, il fait Type Strike Suit Zero. Le jeu est sur Steam en téléchargement. On a plusieurs DLC. On a un jeu qui s'appelle Strike Suit Infinity, qui est le même moteur de jeu, qui est le même mécanisme de jeu, mais sans l'histoire. C'est juste des vagues d'ennemis qui vous arrivent dessus. C'est juste pour les fans du jeu qui voulaient plus de contenu, qui voulaient plus de batailles et un vrai challenge parce que bon, il faut survivre longtemps, donc c'est pas évident. Donc ça c'est sur Steam. La technologie Oculus actuellement n'est pas commercialement disponible. Par contre, en allant sur le site web Oculus, donc faire un Google Oculus VR, on peut acheter un kit de développement comme ceux qu'on a ici. Voilà. Ça coûte 300 $. Par contre, ça prend un certain temps avant d'être livré parce qu'ils ont beaucoup de demandes et ils n'ont pas encore la pipeline de production qui permet de effectivement livrer plein de gens. Ils n'ont pas encore la grande échelle, mais ils travaillent dessus. En théorie, ça devrait être commercial l'année prochaine. D'accord. Et ben merci pour tous ces renseignements. Ouais, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Hop là.
Alors déjà, moi je suis une bille en jeu vidéo, hein, je précise. Mais l'immersion, c'est assez énorme. Hein. Ça marche bien? Ah, c'est vraiment, franchement, je suis assez impressionné. On s'y croirait, quoi. Ah ouais, franchement, c'est une expérience à faire. J'avoue. Après, c'est vrai que comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit avec la résolution, si vraiment ça sera en HD, tout ça, mais ça va être vraiment. Je pense pas qu'ils auront une qualité HD sur la première version commerciale. Parce bien que sûr. HD, c'est vraiment très haute résolution. Mais une meilleure résolution que ce qu'on a sur cette version-là, clairement. Ah ouais, franchement, c'est waouh. Je trouve ça impressionnant d'avoir justement le cerveau qui se laisse, bluffer malgré la basse résolution, mais ça prend quelques secondes et on rentre et on tourne la tête, tout bouge et voilà, donc ça marche. C'est assez impressionnant. Franchement, pas mal. Impressionnant. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs intéressants, donc ça j'ai pas encore essayé, mais ce que tu viens de faire ça a l'air très intéressant. C'est vraiment sympa. Hein. Parce que je voyais que dès que tu bouges la tête, il y a des choses qu'on voit pas dans les autres conventions, puisque là c'est vraiment que pour les geeks en fait. Ouais, voilà. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Parce que tu as des nouvelles technologies, tu as des trucs que tu vas pas voir même dans les Japan Expo, tu as un petit peu de ce genre de choses. Mais c'est vrai que là c'est vraiment ça reste limité, ouais. C'est assez sympa. C'est ça qui est bien là. Merci en tout cas de tes impressions. Je t'en prie.